Voici une vidéo qui va s'intéresser un petit peu à la Terre. Donc je vais calculer ici dans cette vidéo la masse de la Terre. Alors avant toute chose, je peux vous dire que euh, la Terre se trouve, est un contenu de l'espace. C'est un contenu de l'espace. Alors je vous rappelle que l'espace est un contenant et il a un contenu. Donc ces contenus, c'est la matière, toutes les grandeurs physiques qui sont dans ce contenant. Alors, on a toujours cherché à savoir au cours de l'histoire des hommes, bon, qu'est-ce qui animait ce fameux espace. Ils pensaient qu'il y avait ce qu'on appelait voilà, une espèce de, que c'était palpable. Bon, il y avait quelque chose de palpable. Je sais plus comment ce qu'on appelle le mot là. L'éther, voilà. Ils disaient qu'il y avait l'éther. Il y avait un éther. Bon, c'est comme, on va dire, c'est comme vous avez les solides, les liquides, les gaz, ben, on aurait un éther dans lequel, bon, dans lequel le contenu serait, les contenus seraient à l'intérieur de cet éther-là. Donc le contenant serait l'éther. Le contenant serait l'éther. Mais il n'en est rien. En fait, le contenant, c'est vraiment l'espace. Mais le problème, c'est que l'espace est une grandeur. C'est une grandeur à proprement parler, parce que cette grandeur varie. Elle varie dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'entropie est constante. Si l'entropie est constante, ça veut dire que l'univers est en expansion. Donc, si l'univers est en expansion, l'espace est en expansion euh, en fonction du temps. C'est un espace qui est en expansion en fonction du temps. Et donc, le champ gravitationnel, bah, il varie tout comme l'espace varie, parce que le champ gravitationnel fait partie de l'espace en lui-même. Il fait partie de l'espace en lui-même. Donc, on peut décrire l'espace-temps. Bon, l'un ne va pas sans l'autre, c'est un espace-temps. Ben, l'espace-temps est une grandeur, on va dire, variable. Elle peut être variable, puisqu'en fait, on a une évolution de l'espace. Donc, elle est prise comme grandeur à proprement parler. Alors, bien sûr, ça, c'est le contenant. Le contenant est une variable. Et le contenu, bon, n'en parlons pas. On sait très bien qu'il contient plein de variables. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la création, voilà, des planètes, et de l'univers. Voilà, ce sont sans cesse des transformations, on va dire, physico-chimiques et thermodynamiques. Physico-chimiques. Et dans le cadre physique, je prends mécanique et électrique. Hein. Bon, c'est toutes des interactions électriques, mécaniques, chimiques, thermodynamiques, de température, de pression, de volume, de densité, de tralali, de tralala, de matière, différents types de matière. Voilà, c'est des interactions, donc c'est un monde du vivant, un vivant pas comme l'être humain l'a défini, parce que l'être humain définit le vivant euh, par rapport à, à- voilà, à l'homme, il définit le vivant par rapport à l'homme. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que le vivant pour l'être humain n'est pas le vivant pour moi, parce que ce qui vit, c'est l'échange énergétique. Or, l'être humain fait des échanges énergétiques, tout comme les planètes font des échanges énergétiques. Voilà, il y a des interactions de tout et de n'importe quoi dans l'espace. Donc, c'est pour vous dire que c'est un système vivant aussi. Il vit, l'espace vit. Parce que l'être humain a défini, voilà, la notion de vie comme il l'entend lui, mais en fait, je vous rappelle qu'il n'y a que 7 milliards de personnes sur Terre et que les planètes, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc, autant dire qu'on représente rien du tout devant le monde des planètes qui nous entourent. Enfin, qui nous entourent, qui sont éloignées, bien sûr, aussi, nous entourent, mais éloignées. Alors, donc, l'espace est construit et il subit des phénomènes. L'espace est construit, euh, se construit, il se développe et il interagit. Il interagit de plusieurs manières. Hein. Il ne fait pas qu'une interaction gravitationnelle, loin de là, il fait des interactions thermochimiques, des interactions électriques, des interactions nucléaires, des interactions de tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ben, maintenant, au point de vue mécanique, effectivement, il a une mobilité en fonction du temps. L'espace évolue en fonction du temps, donc déjà l'espace lui-même est une grandeur évolutive. C'est une grandeur évolutive voilà, qui se perçoit par l'entropie
qui est constante. L'entropie de l'univers est constante. Donc ça permet de dire qu'il est comment on appelle ça, en, en dilatation. En dilatation. Voilà. Mais euh, donc l'espace-temps intègre en son sein donc un champ gravitationnel. Un champ gravitationnel où l'espace, normalement les trajectoires sont rectilignes, dès le moment où le corps est tout seul, mais dès le moment où il approche un corps massique, mais il y a des courbures qui se font. Voilà, des courbures qui se font. Mais quand le corps il est passé, la courbe revient à sa position, Donc en fait, c'est comme si on avait une vibration. Une vibration. Et ça c'est dans l'espace. C'est une vibration dans l'espace-temps. Donc deux corps vont s'attirer et vont subir voilà, déviation de la trajectoire qui n'est plus rectiligne, mais trajectoire qui sera courbe en fonction de la courbure désignée par la densité, enfin par le corps massique, voilà, qui attire, le corps massique qui attire. Donc l'espace se dilate, et donc il n'est plus vu comme un, si vous voulez, on va dire comme un déplacement de corps à l'intérieur de l'espace. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, regardez bien quelque chose. Je vous ai pris ici un astre en bleu. Je vais calculer la masse de la Terre, mais bon, je donne quelques petites explications avant tout. Tout d'abord, la première des choses, donc on a ici un corps. Hein. Vous avez un corps, un satellite. Bon, les satellites, il peut exister des satellites naturels et artificiels. Artificiel créé par l'homme, naturel, voilà, c'est un corps qui tourne, un corps naturel qui tourne autour d'un astre. Donc on sait bien qu'il y a une attraction dire du corps jaune par le corps bleu, mais le corps bleu attire aussi le corps jaune. Mais comme le corps bleu est plus, on va dire, massique, il va plus attirer le corps jaune que le corps jaune attire le corps bleu. Donc ce qui veut dire que le corps jaune va être attiré par le corps bleu et il va tomber vers le corps bleu. Mais le problème c'est que le corps il tourne. Le corps il tourne. Il est animé d'une certaine vitesse dans l'espace. Alors, je vous rappelle que c'est des sphères. Hein, si je représente tout sous forme d'un plan, tout comme quelqu'un qui regarde avec une lunette astronomique verra un plan au-dessus de lui. Voilà, parce que pour comprendre les confins de l'espace, on ne sait pas les comprendre parce qu'on n'a pas la profondeur. La profondeur, on ne la voit pas. On ne voit qu'un plan. Et sur ce plan-là, on n'y voit que voilà, des étoiles. Suivant des constellations bien définies, on y voit des étoiles. Donc, suivant une fenêtre bien définie, on y voit des étoiles ou des astres. Donc, effectivement, c'est un espace 3 dimensions, mais on entrevoit en la regardant comme si on avait un plan. Voilà, le firmament, voilà, les cieux, la voûte céleste apparaît comme une voûte. Bon, à un moment donné, cette voûte, elle paraît courbe. Oui, effectivement, c'était un plan courbe. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, on n'y voit pas la profondeur. La profondeur, on ne la voit pas. Et pour comprendre cette profondeur, justement, il faut des appareillages spécifiques électroniques tels que voilà, des détecteurs. Ce sont des détecteurs, voilà, détecteurs, euh, détecteurs de lumière, des détecteurs de lumière qui peuvent travailler bon, dans des gammes de fréquences bien définies. Détecteurs infrarouges, détecteurs, bon, il y a différents types de détecteurs. Et là, on sait voir, on sait lire, bien sûr, dans une fenêtre,
par rapport à une fenêtre, c'est-à-dire par rapport, on va étudier telle constellation. Dans cette constellation, ben, on va y lire, on détecter, je veux dire, le rayonnement. Ouais, c'est ça que je cherchais, le rayonnement. Alors, le type de rayonnement qui va jaillir de cette zone, et on pourra dire, et comme c'est très précis, les appareillages sont très précis, ils vont aller avec de manière infinitésimale à des points bien définis pour étudier voilà, un point. Ils vont étudier un point. C'est ça que il va se passer. Ils vont étudier un point en fonction du rayonnement qui va jaillir. À partir de là, on peut déjà déduire des informations. On peut déduire des informations. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la boule jaune, elle va à une certaine vitesse. Elle va faire ce qu'on appelle ici un MCU. Bon, généralement, ils font des trajectoires elliptiques. Des trajectoires elliptiques. Bon, mais ici, j'ai pris une trajectoire circulaire pour simplifier les choses. Voilà. Voilà. Et l'astre, il n'est pas tout à fait bon, sphérique. Bon, il n'est pas tatoïde ou ce que vous voulez, mais il n'est pas tout à fait tout. Ici, tout est simplifié dans le sens des explications. Hein. On ne croit pas que tous les astres sont des belles sphères. Hein. Mais en tout cas, ce sont des sphères parce qu'ils minimisent leur énergie. C'est comme une goutte d'eau minimise son énergie. C'est pour ça qu'on a une goutte d'eau. C'est pour avoir l'énergie minimale. C'est comme vous allez dormir. Vous allez dormir, ben, vous mettez en position fétale. De toute façon, je veux dire, à minimiser voilà, votre énergie. Voilà, on a un MCU. Et donc là, vous aurez compris qu'en tout point où se trouve l'astre, on a un vecteur vitesse hein, qui est tangent à la trajectoire au point où se trouve l'astre. Donc on a un vecteur vitesse. Bon, ça veut dire que déjà, on a un espace. Bon, on sait bien qu'il est mouvant. Hein, mais ici, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il est mouvant, qu'il est en dilatation, qu'il est. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails bon, qui seraient futiles dans mes explications ici. On sait bien que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà. Voilà. Et on a un effet, on va dire, de. Voilà. Voilà, on a une vitesse. Mais on a un MCU, donc on a ici quelque part, on a par rapport au centre de gravité de la Terre, voilà, les forces d'interaction vont agir, on aura une force centripète, une force centrifuge. Mais on aura aussi une accélération centripète. C'est tout des vecteurs. Hein. Accélération centripète, force centripète et force centrifuge. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout la vitesse. Alors, on sait bien qu'on est dans un espace animé d'une certaine vitesse, donc fatalement, si on a une vitesse, on a une mobilité. La mobilité se fait dans un espace-temps. La mobilité se fait dans un espace-temps. Donc, fatalement, on a une grandeur d'espace et une grandeur de temps. Et donc, fatalement, la variation de l'espace en fonction du temps, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Donc, elle est animée d'une vitesse, mais cette vitesse a une trajectoire circulaire. Il n'y a que ça qui importe ici. C'est une trajectoire circulaire. Bon, trajectoire circulaire, c'est clair et net. Hein. Vous savez très bien que x égale x0 plus v fois t en MRU. C'est la loi de l'espace. Ce qui veut dire que, bon, je peux exprimer, si je fais, je peux dire que θ est égal à θ0 plus oméga t. Ça, c'est en vitesse circonférentielle et ça, c'est en vitesse angulaire. Bon, mais si j'étudie en vitesse circonférentielle, bon, on n'a qu'une accélération centripète. Hein. Voilà, il n'y a pas d'accélération, sinon on ne serait pas en MCU. Ça, c'est le MRU. Et ça, c'est le MCU. Donc, on parlera de θ en radians et oméga sera en radians par seconde. Voilà. Et si on veut transformer en vitesse circulaire, ben, on peut définir, si vous voulez, oméga. Ben, je vais le faire pour. Si x0 égale 0, à un moment donné, je mets mon repère pour que j'ai x0 égale 0, donc j'aurai x égale v fois t.
Ça, c'est la vitesse circonférentielle, c'est ce que j'ai noté dans le dessin en bleu, vitesse circonférentielle. Mais maintenant, la vitesse circonférentielle fera pour une période que je vais appeler T, fera un tour, et un tour ce sera 2πr où R est le rayon, je veux dire, où, à partir du centre de l'astre, jusqu'ici, on a un rayon R. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, on a une orbite, on a un satellite naturel ou artificiel qui orbite autour de l'astre bleu. Et le satellite, c'est le jaune. Ce qui veut dire que ça veut dire que la vitesse vaut 2π R sur T. 2π R sur T. Alors maintenant, si je maintiens le rayon ici, il est constant. 2π est une constante. La vitesse, c'est une vitesse circonférentielle, elle est constante, V est constante, ça veut dire que T est constant. Et T, c'est ce qu'on appelle la période. C'est la période. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, tout d'abord qu'on on a un mouvement mobile d'un satellite, je dirais même de l'astre, hein, dans un espace-temps, parce que le temps est lié à l'espace. On ne parle pas que d'espace, on parle d'espace-temps. Voilà. Parler de l'espace, c'est parler du temps, et parler du temps, c'est parler de l'espace. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on peut faire la réflexion suivante. Je vais mettre juste la mise en place et puis après, bon, je vais donner mon idée. Voilà, et je pourrais continuer, hein, bon. Et ainsi de suite. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez tous des MCU un peu partout. Enfin, bien sûr, elles décrivent des ellipses, souvent des ellipses, mais si je devais regarder comme ceci, bien, on a un temps de révolution, T. Pour tous les corps ici, on a un temps de révolution. Ils sont tous dans un espace. Alors, est-ce qu'ils sont dans le même espace? Pas forcément. Pourquoi? Parce que justement, on a des champs de gravitation qui ne sont pas les mêmes. Alors, on a des champs de gravitation qui ne sont pas... Les champs gravitationnels ne sont pas les mêmes, voilà, d'un espace à l'autre. On a des champs gravitationnels variables. C'est normal parce que je vous ai dit de quoi dépend la force gravitationnelle. Ça dépend comment on la voit. Ça dépend comment on la voit. On peut la voir de deux manières différentes, suivant la relativité générale ou suivant, si vous voulez, suivant la théorie de Newton. Or, moi, je suis dans la théorie de Newton, parce que bon, je suis en train de voir, je suis pas en train de voir la relativité générale, loin de là, loin de là. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de décrire tout simplement le mouvement des planètes par les théories de Newton. D'ailleurs, vous allez voir que je vais calculer la masse de la Terre par la théorie de Newton. Bon, ce qui veut dire que qui dit temps signifie quelque chose. Le temps signifie quelque chose.
d'abord, l'espace est un contenant variable. Hein. C'est un contenant variable. Donc l'espace-temps est une grandeur variable. Donc c'est une variable à proprement parler. Mais les espaces ne sont pas les mêmes. Les espaces ne sont pas les mêmes. Parce que pourquoi les espaces ne sont pas les mêmes? Elles ne sont pas les mêmes en propriété, puisqu'on a voilà, des champs de gravitation. Les champs gravitationnels ne sont pas les mêmes d'un espace à l'autre. Je rappelle que on a un contenant global, mais avec je veux dire, des effets locaux. Le champ gravitationnel est local. Pourquoi il est local? Ben, regardez bien. On a mv carré, généralement on a ça, est égal à gamma m sur v carré sur r. Bon, il faudrait que je fasse une autre page. Généralement, on prend une orbite. C'est ce qu'on fait. On prend une orbite et on étudie la gravitation par rapport à un astre. On prend une orbite. Alors ça, c'est la masse de l'orbite ou la masse du satellite, satellite qui orbite dans une orbite. Hein, voilà. La masse du satellite fois v carré sur r, généralement, elle a une accélération centripète ou centrifuge. Centrifuge, ici, je l'ai pris centrifuge, est égal à la masse du satellite fois la masse de l'astre sur la distance séparant, le carré de la distance séparant le satellite à l'astre. Normalement, on fait comme ça. Alors, généralement, on simplifie celui-ci. Donc, c'est indépendant de la masse de l'astre, du satellite. Il dépendra que de la masse de l'astre. Donc, le v carré, la vitesse au carré, est égal à gamma r ma, masse de l'astre sur le rayon au carré. Et là, on simplifie r carré avec r et il va rester gamma masse de l'astre sur r carré. Sur r, je m'excuse, parce que j'ai simplifié par r. Donc, on a alors, la vitesse, c'est quoi? C'est racine carrée de ceci. Alors, je rappelle aussi que V égale oméga R. Donc, je sais trouver la vitesse angulaire, connaissant la vitesse circonférentielle. Et on s'est retrouvé gamma oméga égale 2pi sur t. Donc je sais trouver la période, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. Connaissant la vitesse circonférentielle, je sais trouver la vitesse angulaire. Connaissant la vitesse angulaire, en radians par seconde, je sais trouver la vitesse, la période t. Mais la période t est un temps. C'est un temps. Voilà, c'est un temps. Donc là, vous voyez qu'on a une constante, c'est la constante de Cavendish. Là, c'est le rayon séparant, bon, c'est une constante. Hein, si vous prenez un satellite donné avec, bon, je considère que c'est un cercle, bon, on va avoir une constante. Voilà, parce qu'on aura le rayon d'orbitation par rapport au centre de la masse de l'astre. Et ceci, c'est la masse de l'astre. Donc tout ceci est constant. Tout ceci est constant. Ça veut dire que la vitesse ici, ben, elle est constante. Si elle est constante, ben, qu'est-ce qui va se passer? La vitesse circonférentielle constante, la vitesse angulaire sera constante, puisque là on retrouve R qui est constant, et là V qui est constant. Mais si ça c'est constant, 2π est une constante, ça veut dire que le temps est constant. Ça veut dire qu'on a un temps constant ici. On a un temps constant.
On a un temps constant. En plus de ça, la gravitation est voilà, est locale. Ce sera un phénomène local. Parce que tout dépendra, voilà, c'est un phénomène local, la gravitation. Elle n'est pas la même d'un astre à l'autre. D'un astre à l'autre, elle variera, bien sûr, en fonction des masses. Et donc, plus on a une grande masse, et plus la gravitation va jouer. Et plus la distance de séparation est grande, et plus moins on aura de force voilà, de gravitation. Donc c'est un effet local. Plus la masse est grande, plus la gravitation est grande. Plus la masse est petite, plus la gravitation est petite. Plus la distance séparant deux astres est grande, et plus la gravitation sera petite. Et plus la distance est proche, et plus la gravitation sera grande. Et à l'échelle atomique, on laisse tomber, tellement que les masses sont tout petites, mais les forces de Coulomb prennent le dessus sur les forces de gravitation. Voilà. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le temps est constant. Tiens, tiens. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. Le temps est constant à ce niveau-ci. Donc je vais l'appeler. Donc j'ai un espace 1 et un temps T1. J'ai un espace 2. Pourquoi je l'appelle espace 1? Parce que le champ de gravitation n'est pas le même qu'en l'espace 2. T2. T3. Donc en fait, je vous avais dit, ce sont des variables. Hein. Ce sont des variables. L'espace devient une variable parce que. Pourquoi? Parce que le champ gravitationnel n'est pas le même partout. Le champ gravitationnel n'est pas le même partout. Il dépend voilà, des masses. Et donc, il y a ce qu'on appelle, on peut appeler ça, on peut entrevoir ça comme une topologie des masses. Et donc, qui dit topologie des masses, on n'a pas les masses partout les mêmes. Donc, on aurait, si vous voulez, ben, un champ de gravitation qui est variable en différents lieux. Parce que le champ de gravitation va dépendre d'une grandeur locale. Donc on aura une topologie, si vous voulez, qui va transparaître au niveau des masses, au niveau des champs de gravitation, et au niveau, bien sûr, la masse est liée, la masse sera liée avec, comment on appelle ça, la composition chimique des astres. Il y a une interrelation, masse-interrelation, composition chimique d'un astre. Masse et composition chimique d'un astre. Il y a une interrelation. Voilà, masse et composition chimique. Ça veut dire que là, on a dans l'espace, voilà, on a une cartographie de l'espace avec une topologie des masses, des champs de gravitation donnés en différents endroits. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'un endroit de l'espace n'est pas l'autre. Ça, c'est des 1. On a différents endroits, ils se caractérisent par des caractéristiques qui leur sont propres. Ça, c'est de 1. Mais maintenant, on peut se dire, comme l'espace est lié au temps, est-ce que si à un endroit, l'espace n'est pas le même qu'un autre, ben, fatalement, comme l'espace est relié au temps, ben, un temps n'est pas l'autre. Effectivement, un temps n'est pas l'autre. Je viens de le voir parce qu'en fait, ici, chacun des temps ici des astres constitue à son propre horloge. Son horloge, voilà, est dépendant d'une période d'horloge, d'une période de cycle, un cycle d'horloge. Un cycle d'horloge d'un astre n'est pas le cycle d'horloge d'un autre astre. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a toutes des montres là. Chaque espace a son espace et chaque espace a son propre temps. Donc entre deux espaces, le temps n'est pas le même. Le temps n'est pas le même entre deux espaces. Pourquoi? Parce que la définition de l'astre, comment il définit son temps, ben, c'est par sa période. La période d'un astre n'est pas la période d'un autre astre. Donc l'astre, il ne voit pas le même temps qu'un autre astre. Il voit les temps différemment. Nous, on voit notre temps basé sur la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire on voit l'année. Voilà, on voit l'année comme l'année est une référence de temps. Mais on a la chance d'avoir une lune, enfin d'avoir ouais, d'avoir une lune autour de la Terre. Donc, enfin, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. C'est déjà voilà, un temps défini. Donc on a, si vous voulez, c'est comme en musique. Hein.
on va définir des temps. On aura la ronde qui vaut 2 temps, la noire qui vaut 1 temps. Voilà, on a le demi-temps qui est la croche. Voilà, et ainsi de suite, tu peux encore décomposer le temps. Donc ici, il y a les références de temps aussi. Bon, enfin, ça c'est une blanche, je m'excuse. La ronde, c'est ça. Ça, c'est une blanche, 2 temps. La blanche, la, la blanche, 2 temps. La ronde, 4 temps. La noire, 1 temps. Voilà. Et la croche, un demi-temps. Voilà, double croche, un quart de temps, et ainsi de suite. On sait diviser le temps. Bon, le temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que d'abord le temps? Le temps, c'est une définition. Hein. Regardez bien que pour définir un temps en musique, on définit la noire comme étant le temps. Vous voulez créer un temps en électronique, vous définissez au travers d'une base de temps. Vous avez une base de temps, vous avez créé une base de temps qui va définir l'unité de temps. Alors, c'est vous qui définissez l'unité de temps. L'unité de temps, elle est définie en fonction d'une définition donnée. Si c'est en musique, l'unité de temps, c'est la noire. Si vous êtes en électronique, vous définissez votre propre unité de temps. Hein. En fonction de la base de temps, l'oscilloscope permet ça. L'oscilloscope permet de créer une base de temps, par exemple. Voilà, donc elle permet de créer une base de temps et donc de créer un temps. Qu'est-ce que le 1? On a défini, l'être humain a défini le 1 seconde. Il a défini la minute, qui est 60 fois 1 seconde. Il a défini l'heure, qui est 60 fois 1 minute, c'est-à-dire 3600 fois la seconde. Et il a divisé et subdivisé le temps, comme on subdivise le temps en musique. Voilà, donc en fait, le temps est susceptible d'être défini. Et bien sûr, pour mieux parler du temps, on en crée des subdivisions. Parce que parfois, on a besoin que d'une petite subdivision plutôt que de parler d'une grande subdivision. Donc le temps, et alors on a toutes sortes de temps. Hein. On a la milliseconde, la microseconde, voilà, on sait diviser le temps. Mais en tout cas, on a défini une unité qui est la seconde pour le système MKSA de m mètres kilogramme seconde. Seconde, c'est une seconde, c'est le temps défini pour une seconde qui était défini bien précisément. MKSA, mètre kilogramme seconde ampère. Mais le temps est sujet à définition. Le temps est sujet à définition. Et donc, là, c'est comme tout, on aurait tous des astres qui ont leur propre temps. Ils ont défini tous leur temps. Donc, le temps d'un astre n'est pas le temps d'un autre astre. Ils ont tous leur temps différent. Voilà. Alors, maintenant, l'être humain, comment il va créer ses temps? Justement, il va se baser sur les astres. Il a une excellente horloge. Enfin, une excellente, bien sûr. Parfois, il faut remettre les choses au point pour faire des correctifs. Mais, de toute façon, on a beau faire ce qu'on veut, on n'aura jamais quelque chose de précis. Il faudra toujours des correctifs. Les correctifs, si on veut travailler sur la gravitation, il faudra faire des correctifs sur la gravitation parce qu'il y a, voilà, il y a pas mal de paramètres qui viennent voilà, perturber, enfin, s'ajouter à la gravitation. Je pense aux effets Coriolis, aux forces d'entraînement. Voilà, aux forces d'entraînement, aux forces de Coriolis, aux forces à la latitude, voilà, à la densité de masse sur la Terre, etc., etc. Je veux dire, voilà, il y a pas mal de corrections à faire pour la gravité. Donc, fatalement, on peut penser que tout ce qu'on va faire, il y aura une correction à faire. Si vous allez chercher l'horloge atomique, il y a une précision jusqu'à X autant, mais elle ne sera jamais précise à 100%. Hein. Voilà, donc partout il faut faire une correction. Donc, les corrections, c'est tout à fait normal. Donc, quand on a un bon système d'horloge, les systèmes d'horloge, ce sera lesquels? Ce sera, on va penser à faire à la rotation de la Terre qui fera 24 heures. La rotation de la Terre sur elle-même. La rotation autour du Soleil qui fait une année. Voilà. Donc, chaque planète a sa définition de son temps. Sa définition de son temps. Alors maintenant, il y a des petites
des petites unités de temps, mais on peut avoir des unités astronomiques, hein. Des unités astronomiques, je pense à l'année-lumière. L'année-lumière, par exemple. Ou une définition, voilà, l'année-lumière. Donc sachez qu'on est dans le très grand, donc fatalement, bon, il faut des unités adaptées. Donc on va définir des unités adaptées, mais sachez que un temps n'est pas l'autre. Un temps n'est pas l'autre. Et si maintenant on est trop éloigné, est-ce qu'il n'y a pas de désynchronisation? Parce que là, c'est comme si on avait, c'est clair et net que c'est comme si on avait tout des temps, on va dire, voilà. Supposons que je mette ça avec un pendule. Je vais mettre ça avec un pendule. Bon, le pendule, il y a une accélération tangentielle, hein. Il y a bon, il fait que aller-retour. Un aller-retour. Et alors, ce pendule, t est égal 2π racine de Lg. Voilà, il dépend que de la longueur du fil et de la gravitation, du lieu où vous êtes. Vous voyez que ce temps-là, il dépend du lieu où vous êtes. Le pendule va dépendre du lieu où vous êtes. Un pendule ne va pas mesurer le même temps en un endroit qu'un autre, puisque les gravitations ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est pour un pendule. Parce qu'il va dépendre de G, la gravitation. Mais si vous changez vous allez dans une autre planète, le G n'est pas le même. Donc fatalement, le temps n'est pas le même. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est tout simplement des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes, voilà, on a des phénomènes harmoniques, avec des sinusoïdes. Vous avez un cercle ici, si vous représentez un cercle de Fresnel, ben, vous avez ceci, hein. Vous avez un mouvement harmonique. Voilà, il y a juste l'amplitude qui ne va pas changer. Là, ici, on aura un mouvement harmonique. Voilà, c'est tous des mouvements harmoniques. Mais à la différence entre tous ces mouvements harmoniques, c'est qu'on a des déphasages, justement. On a des déphasages. Voilà, parce que les temps ne sont pas les mêmes. Leur période c'est comme si on avait partout, là, dans tout ça, des oscillateurs. C'est des oscillateurs qui sont dans tout l'espace, hein. C'est toutes des horloges oscillatrices, hein. C'est tous des phénomènes oscillatoires. On a des oscillateurs harmoniques. Et chacun des oscillateurs entre eux sont déphasés. Ils sont déphasés. Donc voilà. Donc c'est une question, voilà, euh, donc on ne peut pas dire que si vous allez à 61 milliards d'années-lumière, ben, que le temps là-bas, il est fatalement le même que le nôtre. Déjà par question de définition, voilà, comme on le définit le temps, ben, il sera d'office déphasé par rapport à là-bas. Parce que bon, la notion temporelle, euh, c'est suivant sa définition. Le temps est défini d'une certaine façon. On attribue une définition au temps, et puis voilà, à partir de là, bon, on se dit, bon, mais le temps sur une planète n'est pas le temps sur une autre planète. Parce que un cycle n'est pas un cycle de rotation sur une autre planète, n'est pas un cycle de rotation sur cette planète. Et le pendule ne va pas mesurer le même temps parce que on a racine t égale 2π racine de L sur G. Voilà, donc le L, je suis d'accord avec vous que si vous mettez la même longueur dans une autre, ce sera toujours la même longueur parce qu'une unité de longueur n'est pas censée avoir variation. Sauf s'il y a une dilatation, bien sûr, s'il fait chaud ou il fait froid. Là, je comprends qu'il va se raccourcir ou s'agrandir. La matière va rester le fil en lui-même. Voilà, vous le ramenez à un endroit, là où il n'y a pas de, bien sûr, de grandes différences de température. Mais à l'autre endroit, vous aurez un G différent. Parce que le 2 pile est constant. Si vous prenez un fil d'1 mètre, c'est constant, il va dépendre que de G. Donc la période d'oscillation va dépendre que de G. Donc vous avez défini un temps de pendule qui n'est pas le même d'un endroit à l'autre. Donc le temps est un phénomène, on va dire, local. Le temps est un phénomène local parce qu'un temps n'est pas l'autre. Qu'est-ce qui définit le temps? On définit le temps. On veut définir un temps universel, mais ça ne va pas comme ça. Ça va pas comme ça, un temps universel, ça va pas comme ça. Ça voudrait dire que dans le fin fond de l'univers, le temps T5, bon,
serait en phase avec le temps T1. Bah, ça, je ne crois pas, parce que c'est d'après les définitions de temps. Bon, et la rotation des planètes, on définirait le temps par rapport. Et d'ailleurs, c'est ce que l'homme a fait. Je m'excuse. Hein. Bon, il définit un temps, mais il a défini par rapport aux rotations de planètes. Donc, d'office, là, il se trompe. Hein. Alors là, s'il dit que le temps est universel, je suis pas d'accord, parce que lui, il a son temps de rotation de ses planètes à lui. Donc, c'est son temps à lui. C'est le temps de rotation des planètes qui est de son système, du système solaire. Donc, une autre planète ne fera pas le même cycle. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est parler d'une période cyclique d'une autre planète en rapport avec en référençant par rapport voilà, à notre temps, qui est la rotation de l'année, par exemple. Une année, c'est... Maintenant, ils veulent universaliser. Comment est-ce qu'ils veulent universaliser le temps? Voilà, un temps, pour moi, c'est pas universel. Hein. Chaque endroit de l'espace a son temps. Alors, on va définir autre chose. On va définir l'année-lumière. L'année-lumière. C'est, mais l'année-lumière, c'est une distance. C'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Voilà, c'est la distance parcourue par la lumière. Donc, comme elle va à 300 000 km par seconde, en une année, je fais fois un temps, j'ai une distance. Mais ça, l'année-lumière, c'est un temps. C'est une longueur, je m'excuse, c'est une longueur. Donc, c'est pour définir des unités de longueur astronomiques. Voilà. Mais il existe aussi unité astronomique, UA, unité astronomique. Donc, euh, donc l'année-lumière, donc si je raconte pas une bêtise, j'espère, une année-lumière, c'est une année, parcours de voilà, c'est la distance parcourue pendant une année de la lumière, c'est exactement ça. Bon, elle fait 300 000 km à la seconde. 300 000 km à la seconde, fois une année, on a une année-lumière. Oui, donc en fait, une année-lumière, normalement, c'est une distance. Normalement, c'est une distance. 300 000 km seconde, un, un temps sur un fois un temps, ça fait une. Voilà. En dimension, année-lumière, ouais, voilà. C'est une distance. Quand on dit 3 millions d'années-lumière, c'est une distance dans l'espace. Bon, donc c'est même pas un temps. C'est même pas un temps. Pourtant, ça parle d'années. Oui, d'accord, d'années-lumière. Année-lumière, c'est pas un temps, c'est une distance. Donc, trouver un temps universel, c'est difficile. Hein. C'est vouloir harmoniser. euh, parce que l'être humain a un point de vue du temps local. Or, bon, l'univers est immense. Immense. Il ne peut pas raisonner au niveau local par rapport à son temps, par rapport à l'immensité. L'immensité est disparate. Il est topologiquement disparate. Aussi bien au niveau des masses que des champs de gravitation qu'au niveau temporel. Les temps cycliques d'une planète n'est pas l'autre. Or, l'homme a défini le temps cyclique par rapport à la Terre. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est une référence, d'accord, mais je veux dire, bon, c'est une référence, on est d'accord. Mais c'est comme si on disait que la blanche vaut deux noirs, en musique, la blanche vaut deux noirs, mais la blanche c'est une blanche. La signification le signifié de la blanche, c'est une blanche, point. Bien qu'il vaut deux noirs, on est d'accord, mais une blanche dure deux fois plus qu'une noire, mais il y a le signifié de la blanche. Il y a son propre signifié. Voilà, donc vous allez me dire, oui, une blanche c'est deux noirs, mais c'est une blanche. C'est quand même une blanche. C'est deux noirs, oui, vous faites une référence par rapport à la noire, mais c'est une blanche. C'est équivalent à deux noirs, mais c'est une blanche. Sinon, on aurait mis deux noirs. Hein. On peut dessiner deux. Si on veut mettre une blanche, on peut mettre deux noirs, mais ça ne va pas comme ça. On a mis une blanche. Ce qui veut dire qu'une blanche, euh,
c'est un temps beaucoup plus long que le noir qui vaut 2 noirs. Mais on va raisonner en termes de blanche. Mais ça, de toute façon, c'est des proportionnalités, hein, des proportionnalités de temps. Mais ici, c'est pour vous dire que au niveau topologie des masses et des champs de gravitation, ils sont différents, ils sont disparates dans tout l'espace-temps. Donc les temps, pour moi, ils ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Parce que euh, l'espace-temps se divise en actions locales. Il y a l'espace-temps général, ce que l'être humain veut penser, il pense généralité, il veut faire une généralisation de tout l'espace qui est immense en une généralisation, mais ça ne se passe pas comme ça. Puisque c'est comme si on veut généraliser, je sais pas moi, la planète Terre, et on se dirait, bon, la planète Terre, ben oui, c'est une planète d'eau, il y a de l'eau partout. Voilà, on généralise. Non, ça ne passe pas comme ça. Il y a des déserts, il y a des forêts, c'est une planète bleue, on dirait une planète bleue, c'est une planète d'eau. On veut généraliser, c'est une planète bleue, voilà, il y a de l'eau partout. Alors pourquoi je vois de l'eau partout? Parce que moi j'habite dans l'eau. Donc je dis que la planète bleue est de l'eau partout. Alors j'exprime ça avec du bleu partout. En fait, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, si je sors de mon cocon, je vais voir que la planète, il y a quoi? Ben, il y a des dunes, il y a des montagnes, il y a des déserts, il y a voilà, des forêts, il y a des prairies, il y a euh, des cailloux rocheux, il y a voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas généraliser en une seule chose. Voilà, je vous remercie.